Aujourd'hui, elle a pour thème le burn-out. On va essayer de trouver les bonnes solutions, notamment de prévention. Mais avant tout, je vais vous présenter l'INF. Donc, c'est une association, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1897. On a deux objectifs, la prévention des risques professionnels et plus largement faire la promotion de la sécurité, de la santé et de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire voir aussi tous les bénéfices en termes d'implication, d'engagement du collaborateur à faire de la prévention. Voilà, chaque mois, on organise des webinaires, on verra tous. Je vous donne dès à présent rendez-vous le mardi 14 novembre à la même heure qu'aujourd'hui, donc à 16 heures. On aura une intervention sur le cancer, un enjeu, une réalité pour l'entreprise avec la Ligue contre le cancer qui sera à mes côtés. Et puis d'une manière plus générale, pour les adhérents de l'INF, on va avoir un certain nombre d'avantages, notamment la totalité des replays des présentations, une veille réglementaire mensuelle, la possibilité d'obtenir une bourse à INF qui permet de financer des stages étudiants au niveau master à hauteur de 80%, des formations qu'on organise dans nos locaux, un outil d'évaluation en santé sécurité au travail et puis des outils prêts à l'emploi. Voilà, la liste n'est pas exhaustive. Nos actualités, au mois d'octobre, là, enfin fin septembre plutôt, on avait la remise du prix universitaire et donc ça a été l'occasion de relancer l'ouverture du prochain prix universitaire. Donc les dossiers seront à déposer avant mi-décembre par l'envoi d'un mail et donc c'est un prix qui s'adresse à tous les étudiants niveau master qui intègrent au cours de leur stage, de leur alternance une thématique sur la santé, sécurité, qualité de vie au travail. Voilà, autrement, on aura des formations au mois d'octobre pour nos adhérents. On a une intervention lors des Trophées de l'Industrie ici en région lilloise le 23 novembre. Et puis sur 2024, on a notre journée régionale de la prévention qui sera organisée le 6 juin toujours avec en partenariat des UIMM Hauts-de-France et de la RACT. Et puis, bien évidemment, nos participations et nos conférences sur le salon Préventica à Strasbourg et ensuite, après les vacances d'été, sur le salon Préventica à Lyon. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations, bien sûr, sur notre site internet. Et si certaines choses, je les ai passées un petit peu rapidement, n'hésitez pas à me recontacter à l'issue de ce webinaire. Voilà, pour revenir à notre actualité, aujourd'hui, 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Je ne sais pas si vous l'avez entendu sur les ondes radio, mais c'est aujourd'hui cette journée sur la santé mentale. C'est pourquoi j'avais trouvé que c'était une bonne thématique d'inviter un intervenant qui pouvait nous aider à améliorer cette situation, à mieux la comprendre. Partant également d'un autre constat, si on prend les chiffres de l'assurance maladie, chaque année, on a plus de 10 000 affections psychiques qui sont prises en charge en tant qu'accident du travail. Donc, ça représente un champ de travail et d'amélioration potentielle pour l'ensemble des entreprises. J'ai donc la joie et le plaisir aujourd'hui d'accueillir Gaël. Gaël, auquel je vais donner la parole d'ici quelques instants. Il va se présenter et nous présenter cette thématique très large. Donc un grand merci à Gaël Descombes. Gaël, je ne sais pas si tu m'entends. Si, si, très bien. Oui, tu es là. Bon, bah c'est Oui, parfait. Écoute, je te laisse te présenter et puis d'enchaîner sur cette thématique du jour. très bien. Et on est parti. Donc bonjour, je m'appelle Gaël. Et oui, ça m'est arrivé, un burn-out. Pourtant, comme la majorité d'entre vous, j'ai une enfance heureuse, où j'ai jamais manqué de rien. J'ai eu un parcours scolaire plutôt réussi, avec à la clé un diplôme d'école de commerce en finance comptabilité. J'ai eu un métier de consultant financier, très palpitant, mais aussi très stressant. Et puis j'ai rencontré Sandrine. Sandrine, la femme de ma vie, la future mère de nos enfants. Bref, à ce moment-là, une existence qui me semble toute tracée. Parce que comme vous, jamais, jamais, je ne pensais être un candidat au burn-out. Et puis, en 2006,
à l'âge de 36 ans, premier gros caillou dans ma chaussure. C'est là que ma vie va se dérégler. Ça fait 1 an que Sandrine et moi essayons d'avoir un enfant, mais le test de fertilité que je viens de réaliser va m'apporter une très, très mauvaise nouvelle. La nature a décidé que je ne pourrai jamais, jamais avoir un enfant. Et bing! Alors Sandrine et moi, on ne se décourage pas et on part sur le chemin de la procréation médicalement assistée, mais malheureusement, après 4 longues années, rien ne va marcher. Sandrine et moi, on va se retrouver comme 2 étrangers, avec notre souffrance séparée. Sandrine me quitte, l'histoire s'arrête là, et là, j'ai un vide immense devant moi. Et ce vide, j'en veux pas. Alors, je vais combler chaque minute, chaque seconde. Vie professionnelle, accélérée et augmentée, les loisirs, que je vais multiplier, et je vais même apprendre le métier de pâtissier, le week-end, en plus de mon travail. Bref, une vie très très chargée, très rythmée. Il va me rester plus que le dimanche après-midi pour me reposer, et je vais m'effondrer dans mon canapé. Je vais tenir pendant à peu près 12 mois, pendant ce rythme complètement effréné. Alors forcément, je vais être de plus en plus fatigué, de plus en plus stressé, de plus en plus angoissé, et je vais surtout avoir de plus en plus de mal à gérer mon stress. Et puis, un beau matin d'été, en partant travailler à pied, tout à coup, je vais avoir des centaines de points noirs dans les yeux, et là, je vais rester figé, bloqué, tétanisé sur le trottoir, sans pouvoir bouger. On m'emmènera aux urgences, et quelques temps après, on me diagnostiquera un burn-out sévère. Et ça sera le début de ma descente aux enfers. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, peut-être vous posez-vous 3 questions. Finalement, c'est quoi un burn-out? Sommes-nous tous candidats et candidates au burn-out? Et puis aussi, surtout, comment on s'en sort, mais encore, comment on l'évite? C'est ce que je vous propose de regarder ensemble aujourd'hui. C'est parti. Voilà. Alors, première question. Déjà, c'est quoi un burn-out? Eh bien, le burn-out, finalement, c'est la maladie du trop. C'est-à-dire que c'est une accumulation de fatigue, d'angoisse et de stress que vous ne savez plus gérer. Vous avez été au bout de vous-même et tout se stoppe net, d'un coup. Tout en vous a été brûlé et il ne reste plus la moindre petite flamme d'énergie. Car finalement, c'est votre corps qui vous a dit stop. Stop, tu n'es plus sur le bon chemin, ton chemin de vie. Il est temps maintenant de redevenir la personne que tu es réellement. Et si votre corps vous dit stop, en fait, c'est simplement pour vous protéger. Parce que si vous continuez dans cette voie, finalement, vous allez vous mettre en danger de mort. Vraiment. Et comme l'interrupteur, enfin le disjoncteur de votre système électrique de votre maison, et bien finalement, votre corps, lui, il va tout disjoncter. Mais à l'inverse, contrairement au système électrique de votre maison, vous n'allez jamais pouvoir réenclencher ce système. Alors, pour vous expliquer, en tout cas tenter d'expliquer ce que vit une personne en burn-out et comment on y tombe, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai appelé la théorie des pilules d'énergie. Alors, quand on est en burn-out, en fait, on a brûlé toute notre énergie, disponible en tout cas, sans que celle-ci puisse se régénérer. Même si tous les examens médicaux sont normaux, comme moi en fait à mon époque, quand je les ai passés, vous êtes carrément dans un état d'hibernation. Alors, prenons par exemple une personne normale et en bonne santé. Tous les matins, quand elle se lève, son corps lui donne 100 pilules d'énergie qu'elle va dépenser dans différentes actions de sa journée, comme par exemple se lever, se doucher, se raser, 2 pilules d'énergie, partir au travail, aller dans les bouchons, 3 pilules d'énergie, avoir une petite friction avec un collègue de travail ou un client, 5 pilules d'énergie, et puis en fait le soir, prendre un verre avec ses amis, par exemple, 2 pilules d'énergie. Bref, votre journée est passée, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous avez consommé vos 100 pilules d'énergie, vous allez vous coucher,
vous allez bien dormir, et le lendemain matin, vous allez repartir avec vos 100 pilules d'énergie. Eh bien, en période de burn-out, tout est très différent, puisque c'est votre corps qui décide de combien de pilules d'énergie il va vous donner. Et moi, pendant 8 mois, mon corps a décidé de me donner chaque jour entre 4 et 5 pilules. Autant vous dire qu'entre mon lit et mon canapé, le chemin a été très court et j'ai pas pu faire beaucoup de choses. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer ce que vit une personne en burn-out à travers cet exemple des pilules d'énergie, parce que c'est très symptomatique. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'un burn-out, c'est une perte totale d'énergie, et cette énergie ne se renouvelle pas, elle ne se régénère pas. Et c'est ça qui est très frustrant, c'est que vraiment, vous n'arrivez plus à avoir d'énergie. Alors, simplement aujourd'hui, une petite précision, on parle beaucoup de burn-out, de dépression, et pourtant ce sont 2 pathologies complètement différentes, puisque la différence, c'est qu'en burn-out, on garde toujours l'envie de s'en sortir. Moi, en fait, ça a toujours été un leitmotiv, c'est-à-dire que j'étais au plus mal, j'avais plus d'énergie, mais j'avais toujours l'envie de m'en sortir. Je n'y arrivais pas, en tout cas, mais j'ai toujours gardé l'envie de m'en sortir. Alors, comment on fait déjà? Première étape pour repérer les premiers symptômes. En fait, très en amont, votre corps vous envoie des signaux d'alerte. Ils sont souvent peu pris au sérieux, parce que souvent mis sur le compte d'un stress passager, et pourtant c'est par leur récurrence, et surtout leur continuité qu'il faut les prendre en compte. Alors, on va les voir très rapidement. Les premiers, donc premiers symptômes, symptômes physiques, donc une fatigue continuelle et persistante, un sommeil perturbé, non réparateur et de plus en plus de mal à se lever, et en faire de plus en plus de petits bobos, perte ou prise de poids, problèmes de dos, problèmes de peau, douleurs musculaires, mal de tête, mal de dos. Elle se manifeste aussi par des manifestations émotionnelles, comme par exemple une démotivation constante au travail, un sentiment global d'échec, des inquiétudes, des anxiétés, des idées noires, un isolement social généralisé et persistant, des pertes de mémoire, des troubles de concentration, des pleurs, des colères et de l'irritabilité. Encore une fois, toutes ces manifestations doivent être prises en compte dans leur répétition et dans leur récurrence, et non pas dans leur intensité. Deuxième question, sommes-nous donc tous candidats et candidates au burn-out? Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de burn-out professionnel. Heu, pour moi, je pense que le côté professionnel n'est souvent qu'un accélérateur, un déclencheur. Et si on veut répondre à cette question, sommes-nous tous candidats ou candidates au burn-out? Je dirais que la réponse est oui. Par contre, sommes-nous tous égaux face au burn-out? Là, la bonne nouvelle, c'est que la réponse est non, et notamment pour 2 raisons. La première raison, pardon, est une raison psychologique. Après être resté de longs mois vide, inerte et sans force, je me suis quand même posé la question et j'ai commencé à réfléchir sur ce qui m'était arrivé. Et je me suis aperçu que j'avais été comme une cocotte minute qui avait explosé. Et dans cette cocotte minute, j'y avais mis des ingrédients psychologiques piégés, issus de ma nature et issus de ma culture. Je vais donc vous présenter en fait la recette de la cocotte minute explosive, dans laquelle j'ai mis des ingrédients que j'ai mélangés, malaxés, j'ai refermé le couvercle, j'ai mis sur feu doux pendant plusieurs années, puis ensuite sur feu vif pendant les derniers mois, jusqu'à ce que tout explose. Et dans cette cocotte minute, j'ai mis 8 ingrédients psychologiques. J'ai mis 1,4 kg de peur, 1,1 kg de jugement, 980 grammes de non-estime de moi, 450 grammes de difficulté à gérer mes émotions, 1,6 kg de culture du malheur, 1,2 kg de fer, 880 grammes de fausses croyances et 500 grammes de course contre le temps. Voilà les 8 ingrédients, en tout cas pour moi, piégés, que j'ai mis dans cette cocotte minute et qui a fini par exploser. Donc la première raison est une raison psychologique. Et la deuxième raison, pour laquelle on tombe au burn-out, est aussi une raison biologique. Puisqu'en fait, les mécanismes biologiques
vont nous faire basculer en burn-out. Alors, avant d'aller plus loin, on va faire un petit retour en arrière. Je vais vous faire une petite mise au point, un retour, un petit cours sur le cerveau et sur la biologie. Notre cerveau est un logiciel ultra perfectionné. Grâce aux avancées technologiques, on a pu cartographier notre cerveau. Et c'est Paul MacLean, qui est un neurobiologiste américain, qui en 1969 a cartographié le cerveau et a évoqué le concept du cerveau triunique. Donc le cerveau triunique, en fait, c'est part du principe que nous avons 3 cerveaux qui sont apparus au cours de notre évolution. Le premier cerveau étant le cerveau reptilien, donc qui se trouve en fait à la base de notre tronc cérébral, en haut de notre moelle épinière. Et il est responsable de nos comportements primitifs et de nos besoins fondamentaux. J'ai soif, j'ai faim, j'ai sommeil, j'ai chaud et j'ai froid, j'ai envie de te taper. Voilà, tout ça en fait, c'est géré par notre cerveau reptilien et il a une particularité, c'est qu'il est préprogrammé. Il lui est donc impossible d'évoluer. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, en fait, c'est le centre de nos émotions. Il va influencer nos comportements en fonction des situations que nous avons déjà vécues. C'est également le berceau de notre motivation, avec une devise: il aime et adore répéter tout ce qui lui procure du plaisir et du bonheur. Et enfin, le troisième cerveau, c'est ce qu'on appelle le cortex. C'est la partie la plus volumineuse. C'est le centre du raisonnement, de la logique, de la réflexion. Et lui, en fait, il va gérer les pulsions de notre cerveau reptilien et en fait, il va gérer également les forces émotionnelles de notre cerveau limbique. Notre cerveau communique avec notre corps, évidemment, via ce qu'on appelle un système nerveux autonome. Donc, ce système nerveux, le cerveau va transmettre des informations à ce système nerveux via ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, on parle d'adrénaline, cortisol, sérotonine, dopamine. Voilà. Donc, tous ces petits neurotransmetteurs vont être les véhicules d'informations entre le cerveau et le système nerveux autonome. Et le cerveau, en fait, il va communiquer avec ce système nerveux via 2 messages principaux. Le premier message, ça va être: «Hep, hep, hep, fais quelque chose». Le deuxième message, ça va être: «Hep, hep, hep, arrête». Alors, premier message: «Hep, hep, hep, fais quelque chose». Le cerveau va parler directement à ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Donc ce système nerveux sympathique, il va nous permettre de faire face à des situations de danger, de combattre, de fuir. Et en fait, il va activer un mécanisme de stress qui va nous envoyer de l'adrénaline, qui va augmenter notre rythme cardiaque, pardon, et augmenter notre tension artérielle. Petit exemple, je rentre chez moi, il fait sombre, je dois passer dans une ruelle, et là, à 10 mètres devant moi, dans un bosquet, j'entends un gros bruit. Hop, cerveau, danger, hop, 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 système nerveux autonome, système nerveux sympathique, fais quelque chose. Donc, mécanisme de stress, j'augmente mon adrénaline, j'augmente mon rythme cardiaque, j'augmente ma pression artérielle, je suis prêt à combattre ou à fuir. Le deuxième message, hep, 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 arrête, lui va s'adresser à ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Donc lui, c'est tout l'inverse. Lui, c'est quelque chose qui va calmer, nous apaiser et ramener notre corps dans un état normal. Il est là pour maintenir l'équilibre harmonieux. Donc, je reprends mon exemple, j'entends le bruit, je suis prêt à combattre ou à fuir, et tout à coup, je vois un petit chat qui sort du bosquet, qui vient vers moi pour chercher des caresses. Hop, message du cerveau, danger écarté, hep hep hep, arrête, système nerveux parasympathique, hop, je ramène mon corps dans un état de calme et de détente. Voilà, donc ça, c'est important parce que vous allez comprendre pourquoi après, ça fait partie du mécanisme de déclenchement du burn-out. Système nerveux sympathique, stress, système de défense. Système nerveux parasympathique, calme, je ramène le corps dans un état de bien-être. Alors voilà, nous y sommes. Quand le cerveau s'emballe, début du terrible mécanisme. Cette situation, c'est là où vous êtes dans une situation où vous accumulez le stress, la fatigue,
l'anxiété. Tout ça, en fait, vous commencez à ne plus savoir gérer votre stress et votre corps va rentrer dans un état d'inhibition. Vous n'allez plus pouvoir évacuer tout le stress subi. Votre système nerveux sympathique, lui, en fait, il est en marche 24 heures sur 24. Donc, il va déverser adrénaline, cortisol. Et à l'inverse, votre système nerveux parasympathique, celui qui est censé vous ramener dans le calme, et bien lui, en fait, il en a marre, il n'y arrive plus, il jette l'éponge. Il s'en va. En même temps, l'activité de votre cerveau limbique, celle des émotions, va augmenter fortement et celle de votre cortex va diminuer drastiquement, voire disparaître. Et entre ces deux cerveaux-là, en fait, le lien va se couper. Et ce qui va se passer, c'est que votre cerveau limbique va commencer à tourner sur lui-même. Et vous allez rentrer dans un état où vous n'allez plus être capable de raisonner. Vous rentrez dans des situations de stress, d'angoisse non gérée, de panique totale. Et votre vie sociale va commencer à se dégrader. Jusqu'au moment où vous allez arriver à un tel niveau d'angoisse, de stress et d'anxiété que votre corps, machinalement, va dire stop, on arrête tout. Tout s'arrête d'un coup. Vous avez été trop loin, vous n'avez pas su être bienveillant avec vous-même, votre corps débranche le système. Donc voilà comment se passe biologiquement en fait un début de burn-out en tout cas. Donc je vous rappelle deux causes, la cause psychologique, la cause biologique. Donc maintenant, dernière question, comment on s'en sort et surtout, comment on l'évite? Alors, première étape, on va déjà apprendre à apaiser son mental. Vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai parlé des 100 pilules d'énergie? Ben moi, en fait, dans mon parcours de guérison, en fait, cette étape-là m'a permis de reprendre à peu près 25 pilules d'énergie. Donc c'est une étape très importante et on va essayer de la détailler. Alors on ne va pas tout voir, mais en tout cas, on va voir les causes principales. Alors, j'étais un peu vite. C'est une petite question à vous poser. Il y a dans la vie quelque chose pour lequel nous n'angoissons jamais. Nous n'avons jamais, jamais peur de quelque chose. Alors, vous avez vu un petit peu la réponse, j'ai été un peu vite, mais eh bien, en fait, cette chose, c'est que nous n'avons jamais peur de manquer d'air pour respirer. Voilà, en fait, aujourd'hui, je sais, vous êtes tous ici, je ne vous connais pas, mais je sais une chose. Vous respirez à cet instant-là. Et vous respirez, pardon, souvent de manière consciente, mais le plus souvent de manière inconsciente. Donc, un petit exemple, voilà comment la majorité de nous respirons, comme ça. Et quand nous respirons comme ça, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau surveille notre respiration. Et quand vous respirez comme ça, de manière brève et saccadée, c'est votre cerveau limbique qui se met en route. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit bref, saccadé, danger, hop, 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 fais quelque chose, système nerveux sympathique, j'active mon processus de stress et de défense, j'envoie d'adrénaline, j'augmente mon rythme cardiaque, j'augmente ma tension artérielle. Qu'est-ce qui se passe? D'un mouvement bref et saccadé, je passe dans un mouvement encore plus bref et saccadé, et donc je rentre dans un cercle vicieux qui m'amène toujours, toujours plus à respirer de plus en plus vite et donc à rentrer encore dans des états de stress hyper importants. Alors, pour contrer tout ça, il va falloir retourner au moment où nous étions bébés. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un nouveau-né respirer, mais en fait, pas une seule seconde, il n'active sa cage thoracique. Sa respiration, ce n'est que son ventre qui se gonfle et se dégonfle. Eh bien, il va falloir retourner à cet instant où nous étions bébés et nous respirions par le ventre. Et donc, il va falloir réapprendre à respirer de manière abdominale. Et c'est la première étape du lâcher-prise et surtout, c'est la première étape du lâcher-prise par rapport au stress. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la respiration, c'est la seule fonction automatique vitale que nous pouvons
maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser votre système de digestion. Vous ne pouvez pas maîtriser votre circulation sanguine. Par contre, la respiration est la seule fonction vitale que vous pouvez maîtriser. Et en respirant de manière abdominale, vous allez commencer à rentrer et à commencer à reprendre le contrôle de votre stress. Alors, je ne sais pas, Eric, si on peut faire juste un tout petit exercice. Tout à fait. Allez, alors ce que je vous propose, c'est que pendant 1 minute 30, on va juste faire une toute petite séance de respiration abdominale. Donc, vous allez vous mettre tranquillement, enfin, en tout cas pour ceux qui le veulent, en position assise. Alors, soit les mains sur les cuisses, soit les mains qui pendent, pas de souci, comme vous voulez, ou soit les mains en position de Bouddha. Et donc, on va légèrement, donc on va forcément se détendre. Et ce qu'on va faire, en fait, sans forcer, vraiment, je vous demande de ne pas forcer, et vous allez commencer à respirer juste en gonflant votre ventre, tout doucement, en gonflant ensuite votre poitrine. Et en expirant, vous allez vider votre poitrine, et vider votre ventre, et vous laisser aller. Alors surtout, ne forcez pas. Ça, c'est pas le but. Mais ce que je vous propose, c'est de faire une petite séance de 1 minute 30, et après, je vais vous montrer, je vais vous dire, ce qui s'est passé en vous. C'est parti? C'est parti. Allez, on est parti. Voilà, ça fait à peu près 1 minute 30, 2 minutes que vous avez respiré. Alors, je ne sais pas si vous sentez un peu plus détendu ou si c'était compliqué parce que parfois ça peut être dur pour certaines personnes. En tout cas, vous venez de faire une chose essentielle. En respirant de manière abdominale et détendue, vous venez d'activer votre nerf vague. Le nerf vague, en fait, c'est un nerf qui part du cerveau, qui descend dans le nez, dans la gorge, dans les poumons, dans le cœur et dans l'estomac. Et ce nerf vague, en fait, c'est une des composantes principales de votre système nerveux parasympathique, celui qui vous ramène dans un état de calme et de bien-être. Et là, en fait, ce que vous venez de faire, vous venez d'envoyer un message à votre cerveau et à votre corps en disant: «Tout va bien, je suis calme, je suis bien, ne fais rien». Voilà. Et là, en fait, vous venez de reprendre le contrôle, donc de votre respiration, mais surtout de votre cerveau et de vos mécanismes de stress. C'est-à-dire que vous avez déconnecté votre cerveau limbique, celui des émotions, vous avez reconnecté votre cerveau, en tout cas votre cortex, celui qui va vous ramener dans un état de raisonnement et de logique. Et donc vous venez de reprendre le contrôle de la respiration, mais surtout, en fait, vous venez de reprendre le contrôle de votre stress. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais je vous promets
que la respiration, reprendre le contrôle de sa respiration, c'est reprendre le contrôle de son fonctionnement cérébral et c'est surtout reprendre le contrôle de son niveau de stress. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à renouveler l'expérience. Il y a plein d'endroits, plein de façons. Quand vous êtes dans les bouchons le matin dans votre voiture, il n'y a pas de raison. Faites une petite séance de respiration abdominale. Quand vous faites la queue au supermarché, dans un magasin, même si c'est 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est pas grave. Refaites de la respiration abdominale, je vous garantis que ça sera une super, super expérience et vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez reprendre, enfin, il y a des choses qui vont changer dans votre corps et dans votre cerveau et ça va vous faire extrêmement de bien. Deuxième méthode, enfin, deuxième point, est-ce que parmi certains d'entre vous cogitent-ils tout le temps? En se couchant, y a-t-il 10 000 pensées qui vous traversent l'esprit et qui, vous empêchent de dormir? Et avez-vous l'impression que votre cerveau est comme le moteur d'un réfrigérateur qui bourdonne continuellement? Oui, je pense pour la majorité d'entre nous, c'est un peu N'hésitez ça. pas à répondre Ouais, sur le chat, sur le côté. pas de Voilà, il y a souci. les premiers Eh oui bien, qui apparaissent. ouais. Si je vous propose une pilule, qui vous enlève le stress, qui vous donne du bonheur, qui vous donne la pêche, qui est totalement naturelle et qui est gratuite. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous souhaiteriez la prendre? Je pense que Bon, oui. je pense qu'on va tous l'apprendre. Oui. Bah, je pense. Et bien, en fait, cette pilule, ça s'appelle la méditation. Alors, je sais que, voilà, je vois déjà des petits sourires en coin et des sourires se lever. Alors, moi, je suis comme vous, je déteste ce mot parce que je trouve qu'il est galvaudé et qui correspond à rien. Moi, je préfère parler de déconnexion mentale. En fait, on est tous d'accord pour dire qu'on passe du temps, on dépense de l'argent pour, sa santé, en tout cas pour se maintenir en forme, pour bien manger, pour faire du sport. Mais en fait, aucun d'entre nous ne prend ne serait-ce que quelques minutes pour prendre soin de son cerveau. Et pourtant, le cerveau, c'est un des éléments essentiels de notre fonctionnement et pourtant personne, personne, personne ne s'en préoccupe. Alors, Heu, la méditation a des effets très, très enfin, en tout cas scientifiquement prouvés, qui sont très bénéfiques et je vais vous montrer en fait une expérience, qui va en tout cas vous prouver cette, enfin les bienfaits de la méditation. Mais avant, en fait, je vais simplement faire un petit rappel. Vous savez que notre cerveau, en fait, émet une activité électrique. Cette activité électrique, on peut la mesurer avec un électroencéphalogramme. Et on s'aperçoit que notre cerveau, en fait, émet des ondes et des fréquences. Et donc, en mesurant ces ondes et ces fréquences, on va pouvoir, en fait, mesurer à l'instant T notre état de stress. Par exemple, vous voyez, en bas, les ondes, ce qu'on appelle les ondes alpha, entre 7 Hz et 13 Hz. Donc là, ça correspond, en fait, à un état où, par exemple, vous êtes chez vous le dimanche matin, vous êtes seul, vous prenez un café, vous prenez un livre, vous mettez dans votre canapé et vous commencez à lire. Et bien là, en fait, vous êtes en onde alpha, ce qu'on appelle entre 7 et 13 Hertz. Vous êtes complètement détendu, vous êtes bien, vous êtes absolument quasiment pas stressé. À l'inverse, par exemple, quand on passe un petit sur le schéma du dessus, dans les ondes bêta, en moyenne fréquence, entre 14 et 30 Hertz, là, ça correspond en fait à une situation où vous êtes, par exemple, au travail, vous êtes sur un dossier un petit peu chargé, un petit peu stressant, on est dans le bon stress, mais on est quand même dans le stress où on est déjà, dans une activité très, très soutenue. En dessous, au-dessus de 30 Hertz, là, on commence à rentrer dans des situations de stress qui commencent à être très importantes et un petit peu dangereuses. Pourquoi je vous montre ça? Parce que l'expérience que je vais vous montrer par la suite, voilà, je vais vous montrer en fait une expérience sur les effets de la méditation sur notre cerveau. Donc cette, vidéo en fait a été prise, sur un colloque, aux États-Unis. Alors c'est un colloque de méditation transcendantale. Je vais simplement faire un tout petit rappel sur les formes de méditation. Il en existe 3. Donc, la 1re, c'est la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, en fait, c'est vous allez commencer finalement à vous concentrer sur ce qu'on appelle, sur ce que vous entendez, sur les sensations que vous ressentez dans votre corps quand vous respirez, quand vous êtes assis et que vous vous laissez aller.
Ça, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Ensuite, vous avez la méditation de concentration, où là, en fait, vous allez vous concentrer sur un point, donc c'est généralement soit un point entre les yeux, soit au niveau de votre nombril. Vous allez vous concentrer sur votre respiration et sur ces points. Et la troisième forme de méditation, c'est ce qu'on appelle la méditation transcendantale, où là, en fait, vous allez répéter un son ou un mot de manière continue, jusqu'à ce que votre cerveau, finalement, décroche. Voilà, donc ça, c'est les 3 formes de méditation. Donc la jeune fille que vous voyez là, en fait, est à un colloque de méditation transcendantale et donc on lui a mis, comme vous voyez, des petites électrodes sur la tête pour mesurer son activité électrique. Alors là, vous voyez, forcément, elle est devant 300 personnes, donc elle est stressée, elle sait qu'elle va devoir faire une séance de méditation. Donc vous voyez que ces ondes et ces fréquences varient fortement, d'accord? Et donc on voit elle est quand même dans un état de stress assez conséquent. Et puis petit à petit, parce que donc elle est habituée forcément à rentrer dans des états de méditation assez rapidement, ça fait des années qu'elle fait de la méditation et vous allez voir que petit à petit, elle va rentrer dans un état de méditation et vous allez voir que ces ondes et ces fréquences vont prendre une toute autre tournure. Voilà. Et là, en fait, ce qu'elle est en train de faire, tout simplement, elle est en train de déconnecter son cerveau. Elle est en train de dire à son cerveau: «Stop, je reprends le contrôle, tu te déconnectes, tu me lâches et c'est moi qui reprends la donne». Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça parce que, en fait, quand on parle de méditation, parfois c'est un peu flou, c'est un peu obscur, mais en fait, les vrais effets bénéfiques sont là. C'est-à-dire qu'en fait, la méditation, c'est quelque chose qui va vous permettre une déconnexion mentale. Vous allez déconnecter votre cerveau et vous allez en prendre soin et surtout vous allez reprendre le contrôle sur votre activité cérébrale. Et ça, c'est des effets très, très bénéfiques. Voilà, la deuxième étape, après avoir apaisé son mental, en fait, moi, j'ai appris à reconditionner mon mental. Donc dans cette partie, j'ai repris 20 pilules d'énergie. Alors savez-vous que chaque jour, et ça, c'est une étude, la plus basse que j'ai trouvée, nous avons environ 6000 pensées par jour. Parmi ces 6000 pensées, 95 sont identiques à celles de la veille. Et sur ces 95 80 sont des pensées négatives sur des événements qui n'arriveront jamais. Qui n'arriveront jamais, jamais. Seuls 4 de nos pensées sont sur des faits sur lesquels nous pourrons agir. Donc voilà, je vous laisse imaginer le temps Perdu. perdu ou gaspillé sur ce genre de pensée. Alors, comment on s'en sort? Ben, en fait, forcément, nous sommes tous conditionnés par notre entourage et la société dans on va dire, dans des schémas et des pensées limitantes qui nous perturbent. Alors, comment faire? Ben, tout simplement en faisant autre chose, mais surtout en faisant autrement. Un petit exemple, par exemple, pour se libérer des fausses croyances. Le monde est ce que nous pensons de lui. Alors, nous pensons tous que nous voyons le monde tel qu'il est, tel que, par exemple, cet appareil photo pourrait prendre une photo. Alors, petit exemple, vous êtes sur une île paradisiaque, la mer en face de vous, vous êtes dans un bungalow, vous avez vue sur la mer, et là, en fait, vous prenez un cocktail et vous décidez d'immortaliser ce moment, d'accord, en prenant donc cette fameuse photo. Et au moment où vous prenez la photo, d'un cocotier tombe une migale juste à côté de votre cocktail. Donc voici la photo prise par l'appareil photo. Maintenant, à votre avis, quelle est la photo prise par votre cerveau? Eh bien, la voici. En fait, nous pensons tous que nous voyons le monde tel qu'il est, mais en fait, nous voyons un monde déformé par nos émotions. Le monde est tout simplement ce que nous pensons de lui, il n'est pas le reflet de ce qu'il est réellement. Voilà déjà une première fausse croyance dans laquelle il faudrait que l'on se libère. Deuxième petit exemple, changer le cadre. Alors,
peut-être certains connaissent déjà ce petit exercice. Vous avez 9 points qu'il faut relier avec un stylo, avec 4 droites, sans jamais lever le stylo. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez rejoindre les 9 points avec 4 droites, sans jamais lever le stylo. Alors, si comme moi, vous vous êtes arraché les cheveux à trouver la solution, la voici. Effectivement, c'est une belle métaphore de ce que nous vivons tous les jours quand nous cherchons des solutions à nos problèmes. En fait, nous cherchons toujours des solutions dans un cadre, alors que la contrainte n'est pas dans l'énoncé. Jamais je ne vous ai dit dans l'énoncé que vous ne deviez pas sortir du cadre. Voilà, fausse croyance. Pour résoudre une solution, ne cherchez pas une solution forcément dans le cadre. Sachez sortir du cadre pour trouver une solution meilleure. Alors après, dans mon chemin, en fait, pour récupérer des piles d'énergie, j'ai eu plusieurs étapes, comme j'ai cherché à rebooster mon système immunitaire. J'ai retrouvé ma vraie place avec les autres. J'ai repris confiance en moi. Et enfin, j'ai retrouvé mon énergie naturelle. Et tout ça, en fait, m'a fait récupérer mes 100 pilules d'énergie qui, tous les matins, me sont données par mon corps. Voilà. Alors pour finir, simplement, j'ai touché aussi à beaucoup de choses et notamment, le Reiki, qui est une médecine, énergétique japonaise, dont les grands principes, sont ceux-ci: aujourd'hui, maintenant, ne t'irrite pas, ne t'inquiète pas, avec gratitude, travaille consciencieusement, sois bon avec les autres. Voilà, c'est des principes de vie qui sont, à tenir au quotidien, parfois difficiles, mais qui sont sur, en tout cas, un objectif de vie. Voilà, en tout cas, pour terminer cette conférence, je voulais simplement vous dire que, depuis ces 15 ans où je suis tombé en burn-out, en fait, je me suis juste aperçu que j'avais été un être humain qui avait chuté, mais qui avait su se relever. Et en fait, j'ai découvert une chose extraordinaire, c'est que nous avons en nous des ressources insoupçonnées et illimitées. Il suffit juste de savoir les utiliser. Merci. Merci beaucoup, Gaël, pour cette présentation. Je vais vous donner la parole aux uns et aux autres, mais en tout cas, on sent déjà le vécu que tu as eu et puis des choses extrêmement concrètes que tu as pu partager sur comment faire, comment détecter déjà, hein, je pense que c'est la première des choses, comment détecter. Alors, soit pour ses propres symptômes à soi, mais peut-être aussi pour que les autres, hein, dans un collectif, si on place ça dans l'entreprise, donc au sein d'un collectif, que les uns et les autres puissent aussi détecter une personne qui est en train je sais pas, je sais pas si c'est le bon terme, partir en vrille, Mmh. par un comportement qui est modifié, hein, tu l'as dit, hein, que ce soit biologique ou psychologique. Et puis derrière, quelques clés. Alors moi, ça me fait penser à des choses sur lesquelles on appuie très souvent. Quand tu me dis le monde est ce qu'on pense de lui, hein, on dit toujours aussi d'aller plutôt, de se rapprocher des faits, hein, de toujours essayer de coller le plus possible à la réalité, parce que justement, on va essayer de mieux cerner les choses en les regardant telles qu'elles sont, et non pas surdimensionner ou avoir peur de certaines choses, mais plutôt les regarder d'une manière la plus objective possible. Et puis quand tu me parles de changer le cadre, on a vu une intervention il n'y a pas très longtemps sur ce sujet-là et où c'était bah, justement savoir s'entourer, savoir partager. Et le fait de partager permettait aussi d'avoir des angles de vue et de justement de déformer un petit peu ce cadre qu'on peut avoir tous les uns les autres. Et le fait de travailler en collectif permet très souvent de s'autoriser à regarder d'autres points de vue que le sien. Donc peut-être que ces outils-là, en essayant de rester toujours au plus proche de la réalité, et d'essayer de partager pour justement avoir un regard un petit peu différent, hein. Il y a la même possibilité avec le bocal et le poisson rouge, hein, où il faut sortir du bocal pour voir un petit peu. Bah, c'est vrai que de temps en temps, des gens à l'extérieur, si on arrive à pouvoir échanger avec eux, vont nous faire remarquer certaines choses dans notre environnement. Et c'est voilà, je pense que c'est des choses en tout cas qui parlent. Donc un grand merci. Je vais laisser comment
nos auditeurs poser quelques questions si vous en avez. Il y avait quelqu'un qui avait réclamé moins de migales hein, dessus. Enfin, de ne pas montrer les migales. Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment la peur de la migale, mais c'est vrai Pas que de souci. on C'est vrai. devient vite. On devient très vite en insécurité quand il commence à y avoir des araignées pour beaucoup de personnes. Et en effet, avoir des peurs totalement incontrôlées. Je pense que c'était une très belle image. Merci, merci. Allez-y, vous pouvez ouvrir micro, caméra. Il nous reste un petit quart d'heure. Si vous voulez réagir, faire un commentaire. Alors, je laisse encore. Je vois que... Bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je sais Oui. pas qui, mais... Bonjour, Oui, Pascal. Bonjour, Pascal. bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, oui, On je vous t'entend entends. très bien. Ouais, bonjour Eric. Bah, merci pour votre intervention, Gaël, en tout cas, très intéressant. Alors, moi, j'avais une question, c'est pourquoi certaines personnes sont plus résistantes que d'autres au burn-out? Bon, je peux très rapidement parler de mon cas personnel. Je suis quelqu'un de très investi dans mon travail, je fais énormément d'heures. Je ne vais pas vous donner le nom parce que il est très important. Vous ne comprendriez peut-être pas. Voilà, et j'ai, enfin, depuis toujours un petit peu eu cette habitude. Voilà, donc je sais qu'autour de moi, certains sont tombés ou étaient vraiment au bord du burn-out. Alors, j'ai bien scruté les symptômes que vous évoquiez. Alors, personnellement, moi, je n'ai pas ces symptômes-là. Mhm. Et voilà, et parfois je me dis, mais puisque j'entends énormément parler du burn-out, ça sera peut-être mon cas demain. Et voilà, rassuré ou pas, je sais pas, mais j'ai pas ces symptômes. Et alors, les signes avant-coureurs, vous les avez cités. Alors, est-ce que je suis, et comme d'autres, plus résistant au burn-out ou pas? Je sais pas. C'est la question. Et si oui, pourquoi? Bah, en fait, je pense que, enfin, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne parle pas beaucoup de burn-out professionnel. Je pense que, moi, j'ai expliqué un petit peu dans mon cas, je pense que le psychologique, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous le même sac à dos. Quand je parle de sac à dos, c'est culture, c'est voilà. Moi, en fait, je suis d'une famille où les injonctions, c'est sois fort, sois grand, ne te plains pas, va de l'avant. Et donc, en fait, tout ça, en fait, mis dans un cadre personnel et professionnel, font que, en fait, j'ai eu des injonctions que j'ai voulu respecter jusqu'au bout, finalement. Et donc, en fait, j'ai été enfin, j'ai été beaucoup plus loin que ce que et mon corps et mon cerveau pouvaient accepter. Et donc, en fait, c'est ça qui déclenche. En fait, c'est pas forcément le volume de travail. Ce que je vous explique, c'est que c'est finalement c'est la façon dont vous appréhendez la vie. C'est-à-dire qu'en fait, votre corps vous dit stop parce qu'en fait, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais peut-être que vous, en fait, votre chemin, c'est d'avoir votre entreprise, de travailler, et tout ça, c'est en accord avec vos valeurs. Vous voyez? Et moi, en fait, mon corps, à un moment, il m'a dit ça, tu n'es plus en accord avec tes valeurs, tu dois revenir à la personne que tu es réellement, parce que la personne que tu es là aujourd'hui, c'est une personne enfin, qui est issue de ton éducation, de ta culture, et ce n'est pas toi. Et donc, en fait, à force de jouer un rôle, en fait, votre corps, il y a un moment, enfin, il y a comment dire, il y a un dysfonctionnement entre ce que vous êtes réellement et ce que vous apparaissez. Et ce moment-là, en fait, ce chemin, il y a un moment, s'écarte tellement qu'il y a un moment, c'est plus vivable. Et c'est là qu'à ce moment-là que ça déconnecte. Donc c'est pour ça qu'en fait, et je pense qu'il y a pas forcément de gens forts ou de gens pas forts. Et c'est pour ça qu'il faut dédramatiser un burn-out. Le burn-out, c'est simplement, c'est vous n'êtes plus sur votre chemin de vie, D'accord. tout C'est une simplement. question d'alignement. C'est une question Oui, d'alignement ouais, Exactement. entre C'est c'est une question ça. d'alignement, Ouais. ce que l'on est et en ce fait, que l'on de se doit sens. d'être. Voilà, en fait, c'est que vous n'avez plus de sens profond à votre vie parce que ce que vous faites dans la vie ne vous correspond pas. C'est pas vous, c'est pas votre personne naturelle. Voilà. Et il y a un moment, quand c'est plus ça, quand vous jouez un rôle entre guillemets qui n'est plus le vôtre, quand vous allez trop loin, ben, en fait, il y a un dysfonctionnement et votre corps il dit stop, ça suffit. Là, tu vas trop loin, tu n'es pas bienveillant avec toi-même, tu réponds à des injonctions qui ne sont pas les tiennes. Mais c'est pas facile, hein, parce que moi, par exemple, c'est des choses voilà, qui sont arrivées à 36 ans. Donc, vous imaginez que j'ai traîné mon sac à dos pendant 36 ans et en fait, j'étais pas capable de voir que ce que je vivais
en tout cas, enfin, que la vie que lui avait menée, en fait, n'était pas la mienne, la vraie. Voilà, c'est celle pour laquelle j'ai été fait. Si je comprends bien, Gaël, ça sous-entend que pour sortir du burn-out, faut aussi faire un pas de côté dans sa carrière professionnelle, c'est-à-dire ne pas rester dans la même voie. On va pas revenir au même endroit quelques mois plus tard, 8 ou 9 mois plus tard, mais on va avoir fait un pas de côté et pris une autre direction dans sa carrière. C'est ça. En fait, je pense que c'est juste une question, comme on parlait tout à l'heure, d'alignement et de sens. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de. C'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, par exemple, j'ai été obligé d'en passer par là, et Dieu sait que ça a été douloureux, pour que je comprenne qu'en fait, il fallait que je mène une autre vie, tout simplement. Et qu'il y a un moment, en fait, quand on n'est pas capable, en tout cas pas capable, c'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience de son désalignement, je pense que c'est là, en fait, que votre corps, il vous dit stop, on arrête tout. On arrête, sinon tu vas mal finir, tout simplement. Ok, bien, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, Gaël. Docteur Tarek El Saïd, j'ai vu que vous aviez levé la main. Oui, bonjour. On vous entend pas bien, par contre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Voilà. Donc, je vous remercie d'abord pour la qualité de votre exposé. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que c'est un médecin? Et en voyant le CV, donc je me disais que, voilà. Deuxième chose, je vous félicite pour votre sortie de cette situation que vous avez vécue et tout est dans l'ordre aujourd'hui. Ça ne peut que nous réconforter pour voir des personnes justement sorties de ce genre de passage. Deux petites remarques, mais pour aller vers ma question. C'est pas des remarques, mais en fait, c'est une autre illustration de la chose. Quand vous parliez de ces ampoules d'énergie, des fois pour faire la métaphore avec le moteur, et donc c'est les 100 degrés qui font un peu le chauffement du moteur et qui se grillent. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que vous parliez donc de mécanismes d'échauffement, mais il y a également les mécanismes de refroidissement, ceux qui peuvent justement déstresser et ramener la personne vers un état plus, je dirais, en acceptation des conditions et de ce qui l'entoure, et donc de réduire cette imagination, comme vous l'avez très bien dit. Donc on n'est pas dans une situation où on imagine notre maladie, mais c'est plutôt notre imagination qui fait à ce qu'on soit arrivé à ce genre de situation, plus les éléments qui l'entourent. Ma question, c'est que j'ai dit au départ que je me disais que c'est un médecin, je veux bien, mais nous, médecins, on n'a pas la même, je dirais, force de conviction, la force de présentation des choses comme vous. Vous êtes quelqu'un qui est passé par l'expérience et l'adage lui dit mieux entendre quelqu'un d'expérimenté que d'entendre un médecin. En tout cas, chez nous, en arabe, on le dit comme un proverbe. C'est pour dire il faut bien écouter les gens expérimentés. Et c'est à ce titre que ma question, moi, j'aimerais bien que vous restiez dans l'autre versant. Ça ne veut pas dire que vous ne preniez pas les éléments, je dirais, de physiologie et tout ce qui va dans le sens de l'explication. On en a besoin pour bien comprendre et ça a été nécessaire. Mais plutôt dans l'autre versant où vous êtes dans l'expérience, où vous êtes dans justement cette compréhension, vous serez encore, et à mon sens, beaucoup plus utile à beaucoup de gens qui Insérer vivent dans message cette écrit à la voix. difficulté. Oui, pardon? C'est important parce que maintenant, vous êtes en contact avec beaucoup plus de gens que nous, parce que vous avez créé justement cet environnement de partage, cet environnement justement d'intérêt pour cette situation de burn-out, ce qui fait que vous soyez plus crédible en termes de contact, en termes de relation, et c'est important dans ce sens. C'est un peu une petite question qui va dans le sens d'elle. Est-ce que vous êtes dans cette réflexion? Est-ce que vous partagez ou vous souhaitez un peu être dans la clarification physiologique qui n'est pas aussi facile? Non, en fait, moi, je suis vraiment. Enfin, Merci. c'est pour ça que j'ai créé une association aussi. Le but, c'est d'apporter un témoignage. Et effectivement, là, j'explique un petit peu comment je suis tombé en burn-out. Maintenant, j'ai vu des questions qui me demandaient comment je suis sorti du burn-out. Alors,
En fait, ça a été un long parcours puisque pendant à peu près 8 mois, je suis resté dans mon lit sans pouvoir rien faire, sans pouvoir bouger vraiment. Alors effectivement, j'ai été pris en charge par un médecin généraliste, hein, je suis passé par des antidépresseurs, des psychologues et tout, donc le chemin a été très long. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, je suis sorti du burn-out. Alors, c'est quand on tombe en burn-out, en fait, il y a soit enfin, souvent, on a soit des séquelles physiques, soit des séquelles psychologiques, souvent. Et moi, aujourd'hui, en fait, alors quand je dis je suis sorti du burn-out, c'est-à-dire que je suis sorti, mais pour sortir du burn-out, en fait, il y a 2 injonctions par lesquelles il faut passer. C'est la première injonction, c'est accepter qu'on est un être humain qui a chuté. Ça déjà, quand on parlait tout à l'heure, j'ai oublié l'intervenant précédent, mais accepter qu'on est en burn-out et qu'on est une personne qui a chuté, ça c'est très, très compliqué. Et la deuxième injonction, c'est, et ça c'est la plus dure à accepter, c'est: «Je ne redeviendrai plus jamais comme j'étais avant». Et ça, en fait, pour sortir du burn-out, donc voilà, moi aujourd'hui, enfin, très, très concrètement, je ne suis plus capable de travailler à plein temps dans un environnement stressant. Mais c'est pas grave parce que j'ai réadapté ma vie, en fait, pour avoir une vie justement moins stressante, où je prends du sens, enfin, où il y a du sens dans ma vie, où il y a des choses qui me font du bien, et notamment aussi le fait de prendre mon temps. Et voilà, donc je ne suis plus la personne que j'étais avant. Alors, avant, j'aurais dit malheureusement, aujourd'hui, je dis heureusement, mais il faut aussi se dire que je suis une personne différente. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que je suis une personne différente qui vit dans un monde qui, lui, n'a pas changé. Voilà, et ça, en fait, quand on est en burn-out, c'est compliqué parce que cette injonction-là de «je ne redeviendrai plus comme j'étais avant», c'est quelque chose de très, très difficile à accepter. Voilà, et en fait, je pense qu'on sort de burn-out à partir du moment où on a outrepassé ces 2 injonctions, c'est-à-dire: «Je suis un être humain qui a chuté et si je l'accepte et je ne redeviendrai plus comme j'étais avant, c'est pas grave, je vais me réinventer une vie différente qui sera pas toujours comprise par tout le monde». Parce qu'effectivement, moi, en travaillant aujourd'hui à mi-temps, j'ai des collègues, qui comprennent pas trop parce qu'ils me disent: «Oui, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps, à côté? Enfin, tu fais rien, tu regardes la télé, tout ça». Bah non, en fait, je fais d'autres choses qui, moi, me nourrissent, qui sont en accord avec ce que je suis. Tout à l'heure, on parlait de valeurs, de choses comme ça. Et ben oui, effectivement, je prends du temps pour moi, effectivement, donc je suis différent. Voilà, et en fait, ce passage par le burn-out, en fait, c'est ça, c'est ces 2 injonctions, et pour sortir de burn-out, il faut passer par ces 2 injonctions. Enfin, en tout cas, moi, c'est le parcours et le chemin que j'ai pris. Et le fait que vous en parlez vous rendez grandement service aux personnes. Merci. C'est hyper important et vous donnez confiance. Merci Voilà. beaucoup. Et donc du coup, enfin, j'en profite juste parce que donc j'ai créé une association, et donc où j'ai mis en fait en ligne toute une méthode pour expliquer en fait comment je m'en suis sorti. Donc c'est totalement gratuit, et tout le monde peut y adhérer. Voilà, en fait, je fais des conférences, des choses comme ça. Donc j'essaye de partager mon expérience pour effectivement surtout prévenir, enfin guérir, aider les gens qui sont en burn-out, mais aussi prévenir, parce que c'est là quand je vous parle de je suis différent et tout, mais la période de burn-out, c'est quelque chose que je ne souhaite à personne, et donc c'est une période très, très compliquée dans sa vie, donc si on peut l'éviter, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Gaël, pour ça, et merci, docteur, pour vos questions très pertinentes. Et si je te comprends bien, d'un côté, on peut éviter ce burn-out avec des exercices de respiration, avec de la méditation, donc ça permet un peu d'équilibrer ce stress. Et d'un autre côté, tu nous dis que c'est aussi une quête de sens et un désalignement que tu avais entre ton toi réel et un toi avec toutes les injonctions, l'éducation, la culture qu'il y avait derrière toi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aussi en prévention faire justement cette introspection sur ce que l'on est, sur ce que l'on aime, sur ce qui a du sens pour nous, pour éviter justement d'en arriver à être obligé de trop équilibrer parce qu'on sent un déséquilibre et qu'on va être obligé de faire des exercices de respiration, des exercices de méditation un petit peu forcés, alors qu'en fait c'est pour compenser un certain déséquilibre dedans. Enfin, je ne sais pas si je m'exprime Oui, bien, oui, Gaël. tout à fait. Moi, c'est ça. C'est après, enfin, tout à l'heure, quand je parlais de fausses croyances, c'est que parfois, en fait, et ben, forcément, on est tous pareils, on court, la vie nous emmène, nous fait courir, et des fois, on prend pas le temps. On prend pas le temps de s'arrêter. En fait, c'est pas, je pense que c'est pas le monde qui va trop vite. C'est juste nous qui ne prenons pas le temps de nous arrêter, de faire le point,
et de nous recentrer sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut vraiment. Et ça, je pense que c'est essentiel, effectivement. Et effectivement, et moi, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que je me suis pas écouté, je me suis laissé entraîner, et voilà. Et jusqu'au moment où j'ai pas su être bienveillant avec moi-même. Et à un moment, quand on n'est pas bienveillant avec soi-même, bah, son corps et son cerveau, en tout cas j'ai- j'ai- enfin, je vais dire son cœur nous rappelle à l'ordre. Mm, mm, mm. Merci pour ces éléments. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vois des remerciements également là sur le chat. Il y avait une question, je ne sais pas si tu peux y répondre, sur la différence entre le burn-out et la dépression. Ouais, c'est ce que Visiblement, c'est j'ai dit tout complètement à l'heure. En différent. fait, c'est la grosse différence, c'est qu'en burn-out, en fait, on garde l'envie de s'en sortir tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai jamais perdu l'envie de m'en sortir. Je pouvais pas, j'avais plus d'énergie, mais voilà. Mais, mais j'ai toujours gardé l'envie de m'en sortir, alors qu'en dépression, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Et là, il y avait une question, mais ça, je pense qu'on y a déjà répondu, hein, que faire si on sent le burn-out arriver? Voilà, donc je pense que on peut peut-être le redire, hein, sur les deux, trois choses qui permettent si on se sent au bord de l'implosion, de l'explosion. Oui, alors si on se sent au bord de l'explosion, c'est déjà, je pense qu'il faut quasiment, en tout cas, tout arrêter. Parce que si on se sent au bord, c'est qu'on n'est pas loin. Donc moi, je pense il faut vraiment il faut s'arrêter. En fait, enfin, quand je dis s'arrêter, il faut vraiment faire une pause dans sa vie, réfléchir, parce que si vous sentez le burn-out arriver, c'est qu'il y a un moment, déjà si vous le sentez, parce que moi par exemple, je l'ai pas senti, vraiment. Enfin, je l'ai pas senti. Enfin, en tout cas, il y a des signes avant-coureurs qui étaient là, mais c'est parfois quand quand on est pris dans notre vie et tout, on dit que c'est un peu de stress et tout, et en fait, on prend pas conscience de ces signes. Et si en plus on a la chance d'en avoir conscience, je pense que c'est vraiment le moment de s'arrêter. On peut aller voir son médecin généraliste, on peut aller voir un psychologue, ou on peut aussi s'arrêter de soi-même, faire le point. Mais en tout cas, il ne faut pas continuer dans cette voie, parce que cette voie, elle va vous mener dans une, sur un chemin qui ne sera pas très agréable. Et je, je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là. Mm, mm. Très bien, merci. Oui, il y a un commentaire de Stéphane Paul là, qui nous dit qu'il faut pas avoir peur d'aller voir un psychiatre, hein. C'est pas parce qu'on est fou qu'on va voir un Non, psychiatre. absolument pas. Et voilà, ça permet aussi de pouvoir échanger et être aidé à l'extérieur Bien sûr. dessus. Ah, bien sûr, de toute façon, je pense que, c'est pour répondre aussi à la personne d'avant, c'est-à-dire que déjà, la première chose, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Voilà. Ça, déjà, ne pas rester seul, c'est-à-dire se faire aider. Il n'y a pas de honte à se faire aider. On a beau être la personne la plus forte du monde, euh, on a tous besoin d'aide. Et il y a un moment, en fait, on n'a pas forcément les compétences pour ça, le recul, le temps. Donc, il y a un moment, il faut se faire aider. Et ça, c'est primordial. Ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une fois que c'est trop tard, mais avant aussi, Oui, rester, voilà, la coprotection entre les gens aussi peut servir, et le fait de partager ses difficultés et réussir peut-être à éviter d'en arriver là. tout à fait. Il y a une question également là qui arrive, il y a toujours des remerciements. Une question sur les pourcentages de burn-out. Alors là, c'est écrit en Afrique, mais peut-être même en France, ou est-ce que tu as une idée dessus du nombre de cas qu'il peut y avoir? Bah, en fait, enfin, les chiffres sont très anciens pour l'instant. Je crois que ça remonte à 2017. Et en fait, enfin, je vous avoue que enfin, j'ai pas forcément, c'est très compliqué d'avoir des études un peu sérieuses, parce que, enfin, ça part un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, moi, quand je vois les personnes autour de moi, quand je l'écoute un peu, toutes celles qui sont en arrêt, en burn-out, voilà, enfin, je pense que ça touche un nombre conséquent de personnes. Et j'ai pas de pourcentage, mais en tout cas, enfin, moi, dans mon entourage, j'ai déjà un nombre assez important de gens qui sont déjà soit dans ces situations, soit qui sont pas loin de cette situation. Donc, je pense on est peut-être encore loin de la vérité. Bien. Bon, je crois qu'on a essayé de répondre à toutes les questions. Si jamais il y en avait encore une, n'hésitez pas à ouvrir votre micro.
Sinon, j'en profite pour te dire un grand merci, Merci aussi. pour te souhaiter également le meilleur dans cette Merci nouvelle, beaucoup. dans ton nouveau chemin. Merci d'avoir partagé l'expérience de quelqu'un de fort et performant au départ pour quelqu'un un petit peu différent, mais voilà, avec encore plus de richesse. Donc c'est un grand merci dessus et tout le monde te dit merci. Là, je vois les derniers. Donc un grand merci pour ce partage. Merci à vous aussi. Vous aurez les coordonnées de Gaël dans le mail avec le replay, également vers l'association. Hein, tu peux peut-être rappeler, c'est Burnouté, c'est Oui, ça? alors c'est burnouté.org, donc Burnouté. BURNOUTE.org. Voilà, donc c'était l'association. Donc l'inscription est totalement gratuite. Il y a toute une méthode en ligne qui retrace un peu mon expérience et la façon dont je m'en suis sorti. Et puis il y a aussi également un annuaire pour s'inscrire. Et donc on rentre en contact et pour ne pas rester seul justement avec des personnes soit en burn-out, soit qui veulent aider, soit des accompagnants. Donc voilà, donc le but c'est vraiment de fédérer, que les gens ne se sentent pas seuls et d'apporter une aide précieuse, j'espère. Donc ça peut être une aide également de pouvoir voilà, échanger avec toi directement par la suite ou d'autres personnes qui ont connu cette situation-là et qui Bien sûr, peuvent faire partager l'expérience bien pour sûr, bien éviter sûr. ou aider à s'en sortir une fois on est dedans. Exactement. Merci, Merci beaucoup et à tous de m'avoir écouté. une très bonne soirée à tous et je vous dis donc que je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire, donc au mois de novembre, où on parlera d'une autre thématique qui est le cancer et comment on peut faire de l'accompagnement en entreprise. Merci, à très bientôt et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.